Bien, comme c'est un peu long et un peu longuet même, je vous demanderai, on va appeler les correspondants par ordre alphabétique. Donc préparez-vous. Donc dès que je parle de vous, vous montez sur scène et on vous remettra la médaille, le diplôme, enfin je ne sais pas ce qu'on remet, mais peu importe. Donc j'appelle Cordula Barzantni. Allemande et spécialiste d'économie, elle a commencé ses études en 1985 à l'Université technique de Berlin, qu'elle a poursuivi par un master en management à la Toulouse Business School en 1990. Tout en commençant une carrière professionnelle par des stages dans différentes compagnies, Siemens à Toulouse ou Daimler-Benz à Berlin, elle travaille à partir de 1990 chez Siemens Automobile à Toulouse, en charge de différents sujets comme l'élaboration du budget ou la mise en place d'un projet franco-allemand SAP. SAP, si vous savez, c'est un outil de contrôle de gestion. Elle poursuit dans ce cadre un travail de thèse sur le management qui l'amène à faire des audits dans 6 pays différents. Elle soutient cette thèse en 1997. Elle devient alors professeure à la Toulouse Business School, tout en ayant continué à faire des audits dans plusieurs sociétés du domaine aérospatial. En 2011, elle est directrice d'un master sur le transport aérien en collaboration avec l'ENAC, et depuis 2015, elle est doyen associé pour les affaires aérospatiales à la Toulouse Business School, tout en continuant à être visiting professeur dans des écoles du monde entier. Bienvenue à la section 4. Ça y est ? Le suivant, c'est Christophe Bonal. Adjoint au sous-directeur technique du CNES, Christophe est reconnu dans le monde spatial pour 2 compétences. Tout d'abord, celle sur les lanceurs, et ensuite celle plus originale sur les débris spatiaux. De 1984 à 1992, Christophe a débuté sa carrière à l'aérospatiale au Mureau, en commençant par des travaux sur Ariane 4, puis Ariane 5, tout en étudiant les avant-projets. Il est ensuite passé au CNES, direction des lanceurs, où il a continué à travailler sur Ariane 5. En 2004, il est devenu chef de projet senior des lanceurs futurs, puis en 2005, il est passé au titre qu'il occupe maintenant d'adjoint au sous-directeur technique. Dès son arrivée au CNES, il s'est intéressé aux problèmes que pose l'accroissement des objets en orbite et plus particulièrement des débris. Il représente la France à l'Interagencies Debris Committee, où il a été président d'un groupe de travail. En parallèle, membre de l'International Astronautical Academy, il est président du groupe dédié à cette thématique. Bienvenue Christophe en section 2. C'est bon ? Edwige Bonneville. Première femme ingénieure de l'armement, après avoir fait X Super-Héros, elle devient aussi la première femme ingénieure générale de l'armement, après une carrière riche au sein de la DGA, où elle est entrée en 1978. Travaillant tout d'abord sur les satellites et la surveillance de l'espace, elle est en parallèle de 1989 à 1994 conseiller espace militaire auprès des ministères chargés de la tutelle de l'espace civil. De 1992 à 1994, elle est directeur adjoint d'une équipe internationale de l'UEO chargée d'étudier les systèmes spatiaux militaires européens. En 1994, elle se tourne vers le domaine nucléaire en devenant chef du département des missiles stratégiques, puis responsable des affaires nucléaires, biologiques et chimiques. En 2001, elle part au CEA en tant que directeur adjoint de la direction des applications militaires, puis devient pour l'ensemble du CEA en 2008 responsable du domaine de la maîtrise des risques. Aujourd'hui, elle est directeur délégué à la sécurité-sûreté et directeur central de la sécurité. Bienvenue Edwige en section 2. Pierre Caussade.
Comme un certain nombre de nos confrères, Pierre Caussade est ex-ENAC et a commencé sa carrière en 1975 à Aéroport de Paris, plus particulièrement sur la deuxième piste de Roissy et l'évolution du Bourget. En 1979, il passe chez Air France, où il est chef d'escale à Fort-de-France, pas désagréable, puis il devient responsable des escales régionales métropolitaines. Il passe ensuite aux opérations aériennes en 1983 pour en devenir le directeur technique en 1995. Il traite la fusion avec Air Inter et la mise en ligne de l'A380, ainsi que l'implantation du centre de mission à Charles de Gaulle, tout en contribuant au projet européen traitant du management du trafic aérien. Il a bien sûr collaboré avec KLM, en particulier pour la formation des pilotes. En 2006, il devient directeur environnement et développement durable et simultanément directeur qualité. Il laisse ce dernier poste en 2009. Enfin, en janvier 2004, il a intégré le CGEDD, c'est-à-dire le Conseil général de l'environnement et du développement durable, où il est chargé d'expertise sur des aéroports comme Lyon, Cayenne ou même le problématique Notre-Dame-des-Landes. Bienvenue en section 3. C'est pas moi qui ai écrit le test, François Debost. Alors, le début, c'est Anne-Marie. Encore un ingénieur de l'armement ayant fait X super-héros. Je sens quelque chose. École complétée par l'armée de l'air et l'école supérieure de commerce de Paris. Lorsqu'il rentre à la DGA en 88, c'est pour rejoindre le centre d'essai en vol à Istres, où il est pilote militaire et ingénieur navigant d'essai. En 94, il devient chef de la section des essais avions et en 98, il quitte la DGA pour devenir directeur adjoint de la qualité et responsable de la flotte chez Proteus Airlines, où il est également pilote de ligne. Avec le rapprochement avec Flandre Air, il devient en 99 directeur général adjoint exploitation, tout en restant commandant de bord. Lorsque le groupe Air France crée Régional Compagnie aérienne européenne en 2001, il ajoute à sa qualité de commandant de bord celle de directeur de flotte. Son nouveau challenge depuis 2013 est d'être directeur de la flotte chez HOP. Bienvenue en section 4. Olivier de l'Étoile. Olivier de l'Étoile a commencé sa carrière comme ingénieur chez Thomson CSF en 1971, à la direction internationale chargée des contrats à l'export, puis plus particulièrement sur une zone géographique particulière, à savoir le Moyen-Orient. Il quitte Thomson pour entrer chez Dassault en 1989, où il restera jusqu'à sa retraite en 2009. Il y devient adjoint au directeur des avions civils en 1997, mais surtout met en évidence la nécessité de faire du lobbying. Il crée le poste. À ce titre, il anime le syndicat professionnel des avions d'affaires, EBA, dont il est encore président d'honneur. Il est un des fondateurs du Salon des avions d'affaires de Genève et en 2005, il crée le syndicat européen de l'aviation générale. Retraité aujourd'hui, il est resté lanceur d'alerte pour l'aviation d'affaires et membre de nombreux conseils d'administration, plus particulièrement dans l'enseignement supérieur comme Arts et Métiers ParisTech ou l'EPF. Bienvenue à la section 4 et n'oubliez pas de faire aussi du lobbying pour l'Académie. Francesco Grasso. Francesco Grasso est un scientifique italien vivant à Paris, spécialiste de mécanique des fluides. Diplômé des universités de Naples et de Princeton, il a été maître de conférences à Naples de 1983 à 1987, puis de 1987 à 2010, il est professeur de mécanique des fluides à l'université de Rome La Sapienza, que l'Académie connaît bien puisque nous y faisons des conférences. En parallèle, de 2002 à 2010, il est aussi conseiller scientifique de l'ambassade d'Italie en France et depuis 2010, il est professeur titulaire de la chaire d'aérodynamique industrielle au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Auteur de nombreux ouvrages scientifiques sur la dynamique des gaz à grande vitesse et sur la rentrée atmosphérique, il est co-auteur d'un handbook sur le Computational Fluid Dynamics et co-éditeur d'ouvrages de l'AIAA et du Von Karman Institute.
Il est expert auprès de la Commission européenne sur les grands projets comme H2020, Bright, et il est membre du Clean Sky Academy Group. Bienvenue en section 1. Le suivant ne viendra pas, c'est Bruno Le Stradic qui s'est excusé. On l'a vu avant-hier, mais il est parti, il est en Angleterre à un conseil d'administration. X Télécom, Bruno Le Stradic est entré chez Matra Espace à Toulouse en 1982, où pendant 10 ans il a travaillé sur l'instrumentation optique et hyperfréquence. En 1991, il devient chef du département antennes et hyperfréquences de Matra Marconi Space à Portsmouth. Puis en 1994, chef de division ingénierie des satellites de télécommunications, qui inclut le site de Stevenage, en plus des deux précédents. De 1997 à 2002, son spectre européen s'élargit, puisqu'il devient directeur avionique et équipements électriques, cette direction étant répartie sur 5 sites, Vélizy, Toulouse en France, Madrid, Ottobrunn, Friedrichshafen en Allemagne. Il accroît encore son activité en devenant en 2003 directeur des satellites de télécommunications, puis en 2007 directeur de l'observation de la Terre et navigation. Depuis 2013, il est directeur ingénierie des systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space. L'équipe regroupe des ingénieurs dans 4 pays européens. Nous sommes heureux de l'accueillir en section 2. Klaus Lippert. Après 2 thèses en physique nucléaire en Allemagne, Klaus Lippert commence sa carrière en 1991 en travaillant sur les capsules de rentrée. Il est tout d'abord ingénieur système et chef de projet adjoint du programme Express, programme en coopération avec la Russie et le Japon, puis chef de projet Mirka, programme allemand d'un véhicule de rentrée lancé depuis la Russie. Il entre au DLR en 1994. En 1996-1997, il est détaché au CNES direction des lanceurs, qui assure la maîtrise d'œuvre du vol Ariane 502. Retournant au DLR en 1998, il devient responsable technique du développement du programme Ariane 5, chef de la section Ariane et conseiller de la délégation allemande à l'ESA. Depuis 2005, il est chef du département lanceur du DLR. Bienvenue à la section 2. Detlef Müller-Wissner. Detlef Müller-Wissner est docteur ingénieur de l'université de Clausthal, spécialité mécanique. Il entre en 1986 pour débuter sa carrière chez Erno Raumfahrttechnik et passe dans d'autres sociétés qui ensuite intégreront le groupe Airbus. En 2000, lors de la formation d'EADS, il est nommé responsable de l'intégration franco-allemande, particulièrement dans le domaine de la recherche. En 2006, il devient le COO Innovation, adjoint du Chief Technical Officer d'EADS, qui est alors Jean Botti. Et à ce titre, il préside le conseil de recherche et technologie du groupe et dirige EADS Global Innovation Networks. De 2012 à 2014, au sein de la direction technique, il est chargé des relations extérieures pour la recherche et technologie, en mettant en avant les activités pluridisciplinaires. En 2014, il ajoute à cela la responsabilité de la direction du programme Airbus e-Aircraft, vous savez, le petit avion électrique. Il a été président du DGLR et de l'ICAS. Il est membre du Supervisory Board d'Airbus Defence and Space et du German Center for Artificial Intelligence. Bienvenue à la section 2, Detlef. Oui. Bruno Nouzille. Diplômé des arts et métiers et super-héros, il entre dans le groupe Thomson CSF en 1983 à Bordeaux, où il travaille dans le domaine de l'interface homme-machine. En 1988, il devient directeur du département d'interface homme-machine, puis en 1994, il change d'orientation pour prendre la direction technique de la division avionique hélicoptère à Valence. Il devient en 1996 directeur de l'unité de navigation toujours à Valence, puis nouveau changement,
Pendant 5 ans, de 2004 à 2009, il est directeur de la technologie du domaine de la sécurité des services de ce qui est maintenant Thales, et il assure la coordination de l'activité sécurité. Depuis 2010, il est directeur technique de l'activité avionique et membre du comité directeur de Thales. L'unité avionique a permis à Bruno Nouzy d'être impliqué dans le développement de l'avionique d'aéronefs aussi divers que l'A350, l'A320neo, l'ATR-600, le Falcon 5X, le Sikorsky S-76 ou le Sukhoi Superjet 100, pour ne citer que les plus récents. Bienvenue à la section 2. Il faudrait peut-être... Richard Overy. Il est excusé, il ne peut pas être là aujourd'hui. Historien mondialement reconnu, titulaire de la chaire à l'université d'Exeter, au Royaume-Uni. Depuis 2004, le professeur Overy, de nationalité anglaise, est membre de la British Academy. Il s'est notamment intéressé à l'histoire de l'Europe et de la Grande-Bretagne dans l'entre-deux-guerres, à la Seconde Guerre mondiale et à l'histoire générale de la guerre aérienne. Auteur de dizaines d'ouvrages d'histoire contemporaine faisant autorité, dont plusieurs traduits en français, allemand, polonais, chinois et japonais, membre de nombreuses sociétés savantes en Europe, membre du AirIfe Center for Air Power Studies, il est titulaire des plus prestigieuses distinctions. Le professeur Richard Overy apportera un précieux concours aux études de la section 5. Christian Ravel. Ancien pilote de ligne et commandant de bord à Air France, Christian Ravel, bien que passionné d'aéronautique dès ses jeunes années, a commencé son activité professionnelle comme instituteur et directeur d'école. Pilote privé, puis professionnel et instructeur en aéroclub en 1970, il intègre l'aviation marchande en 1971, successivement à Touraine Air Transport, UTA et Air France, où il termine une carrière aéronautique riche de 23 000 heures de vol, accumulées sur 400 types différents de machines volantes. Il a créé en 1981, sur le terrain d'Angers-Avrier, le groupement pour la préservation du patrimoine aéronautique, devenu Musée des ailes anciennes et connu aujourd'hui sous le nom de Musée régional de l'air d'Angers. Remarquable établissement désormais installé sur l'aérodrome d'Angers-Loire-Marseille, où sont conservés, restaurés et entretenus 200 avions anciens. C'est cet intérêt agissant pour le patrimoine aéronautique qui a légitimement conduit Christian Ravel à œuvrer au sein de l'Académie de l'air et de l'espace, section 5. Raphaël Rodrigo. Poussez-vous un peu, là. Je vais me mettre par là. Raphaël Rodrigo est espagnol. Il a fait ses études à l'université de Grenade, où il a obtenu un master en mathématiques et un doctorat en physique. Il est rentré dans la vie professionnelle en 1979, où il a participé à de nombreux projets scientifiques d'exploration du système solaire, d'études des atmosphères planétaires ou encore de petits corps. Il a été PI, en français responsable scientifique, d'au moins 10 projets. On peut également citer des projets plus récents dont il a été co-investigator, le projet HASI, instrument de la mission NASA-ESA Cassini-Huygens, qui vient de se terminer, les instruments Osiris et Giada de la mission Rosetta de l'ESA, ou d'autres encore pour des missions de l'ESA, Bepi Colombo et bientôt JUICE. Il est également professeur de recherche au Centre d'astrobiologie du Centre national de recherche espagnol et directeur exécutif de l'International Space Science Institute de Berne, l'ICI. Ses confrères et consoeurs, qui sont déjà membres de la section 1, seront ravis de l'y accueillir. Christophe Salomon, il est excusé. Après avoir fait l'école centrale, Christophe Salomon s'est passionné pour l'optique après un DEA en optique quantique à Orsay. Une thèse de 3e cycle
en 1978 et une thèse d'État en 1984. Il est maintenant directeur de recherche au CNRS et responsable du groupe Ultra Code Fermi Gases au laboratoire Kassler-Brossel de Normalsup. Il a été PI, responsable scientifique, de l'horloge à atomes froids du satellite Pharao développé par le CNES à partir de 1992 et pour la mission ACES de l'ESA, Atomic Clock Ensemble in Space, depuis 1997. Cela lui a permis d'organiser en Europe de nombreuses conférences et ateliers sur ce thème, de faire entre autres une centaine de publications dans des journaux à comité de lecture et d'éditer 2 livres. C'est ainsi qu'il est membre de multiples instances en France et en Europe, comme le Fundamental Physics Advisory Group du CNES, de l'ESA ou membre des comités d'évaluation comme celui du Max Planck Institute for Quantum Optics. Il enrichira le domaine de compétences de la section 1. Jacques Verrière. Mettez-vous là. Jacques Verrière a complété sa formation ex-supaéro par un master à Stanford. De retour en France en 1979, il est devenu ingénieur d'essai en aérodynamique au CEAT. Il a assuré le rôle de chef de groupe aérodynamique de 80 à 86 et il a étudié plus particulièrement les entrées d'air à grande incidence. Ensuite, de 87 à 90, il a travaillé à l'aérospatiale, tout d'abord bien sûr en aérodynamique, mais ensuite dans un groupe dédié au support des simulateurs d'entraînement. En 91, il devient pilote de ligne à Air France et après avoir volé sur A320, A340, il devient commandant de bord sur A320 puis A380. Instructeur depuis 2007, il est également expert pilote dans l'analyse des vols. Il participe aussi à l'évaluation des systèmes RAAS, ça veut dire Runway Advisory and Awareness System, et à la définition des options cockpit. En 2010, il devient directeur du développement technique aux opérations aériennes, toujours à Air France, puis en 2013, adjoint au directeur de la sécurité et conformité de la compagnie. Il donne en parallèle des cours à l'ENSICA, ENAC et Supaéro, ainsi qu'en Chine à Tianjin. Bienvenue à la section 3. Je te le mets au bout, si tu veux. Je rentre devant. Hein? Oui, mais là, c'est toujours pareil. Bon, ça m'est égal. On verra bien. Si je ne suis pas dessus, il faut se pousser. Bon, ça y est? Ah, le truc. Non, mais ils veulent mettre un truc derrière nous. Ils veulent mettre le logo de l'académie, mais s'il n'a pas l'air d'être dans la boîte, on ne sait pas où. Voilà, ça y est donc. Faites vos plus beaux sourires.